Denis Sicard qui va vous expliquer le fonctionnement donc, du moulin de Salis. Donc vous allez aller bientôt sur le moulin et aujourd'hui on vous présente la maquette du moulin pour savoir un peu qu'est-ce que vous allez voir demain. Pourquoi on a fait cette maquette? Cette maquette, elle a été construite pas pour venir faire de la pédagogie, c'était uniquement pour restaurer le moulin. Ça nous a servi à tracer toutes les pièces qui ont servi dans le moulin que vous allez voir demain. Vous savez, le moulin était complètement en ruine, donc on n'avait aucun modèle de pièce. Donc on a été obligé de faire cette maquette qui est au 1/10. Donc ça veut dire en fait, chaque fois qu'il y a 1 mètre, ici, ça fait 10 mètres au moulin. Et on voit ici le toit par exemple, ça nous a permis de calculer toutes les tailles de toutes les planches que vous voyez ici. Donc vous avez les ailes qui sont ici. Quand il y aura le vent qui va venir de face, ça va faire tourner les ailes. Qui va faire tourner, là vous avez du mal à le voir, enfin j'espère que tout le monde le voit, le grand axe principal qui va transmettre le mouvement par un engrenage aux 2 meules qui sont ici en fait, qui représentent le 2e étage du moulin. C'est quoi des meules? C'est la base du mécanisme du moulin, c'est les 2 pierres qui sont ici, au milieu, et c'est tout ce qui fait le mécanisme pour écraser le blé ou le maïs ou toutes les céréales qu'on va utiliser. C'est vraiment là que va se faire la farine. Tout le reste qui est autour, c'est pour entraîner ces meules. Combien le moulin fait-il de mètres? La hauteur totale du moulin, c'est-à-dire du sol jusqu'en haut, c'est 12 mètres. Et la hauteur ici, de là jusqu'au départ des ailes, c'est un peu plus de 7 mètres. Avec tout ce qu'il y a dans le moulin, est-ce que ça a duré longtemps à fabriquer le vrai moulin? Le vrai moulin, celui que vous avez là-bas, il a été fabriqué au début du siècle, enfin 1900, pas le début du siècle 2000. Nous, quand on l'a trouvé en ruine, et de le remettre dans l'état où vous allez le voir, il nous a fallu 3 ans. On le fait toujours fonctionner, le moulin de Salis? On le fait toujours fonctionner uniquement pour les visites. On a restauré ce moulin à un seul but pédagogique. Donc quand quelqu'un vient au moulin, on le fait tourner, on fait de la farine. Mais on n'est absolument pas un moulin qui fait de la production de farine. Qu'il fait bon chez vous, maître Pierre, qu'il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière, et partout ça sent le bon grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. Quand me voyant, vous me disiez mon ton bonhomme. Voyez-moi ce sacré petit drôle, le métier lui semble à son goût. Prends son sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, qu'il sont chez vous. Je suis né évidemment à Cieldis. Je suis le petit-fils de Bélard, grand-père maternel, qui lui m'avait initié souvent aux manœuvres de ce moulin. J'ai fait fonctionner pendant la guerre, enfin ce qu'on appelle la grande guerre, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de moulins, et on avait quand même certaines restrictions, et les gens étaient contents de pouvoir moudre le grain. J'étais content d'aider mon grand-père. C'est d'ailleurs moi qui montais l'étoile aux ailes, et quand le vent soufflait, il fallait en profiter, parce que souvent, il restait 8-10 jours sans souffler. Ou s'il ne soufflait pas dans une force assez puissante, on ne pouvait pas faire tourner le moulin. D'ailleurs, mon grand-père rêvait d'un moulin à eau parce qu'il lui semblait qu'avec un moulin à eau, on n'arrêtait jamais, quoi. Mais enfin, on a continué avec le moulin avant. Il fallait choisir ses grains. Il aimait les maïs à ce moment-là, on faisait des maïs très larges, des gros maïs. Et les gens donnaient beaucoup de farine de maïs aux animaux, surtout aux petites volailles, quoi. Et le blé, on le faisait surtout quand la meule commençait à être usée. On faisait un peu de blé, évidemment. C'était pas tellement conseillé, mais pendant la guerre, il fallait bien manger quelque chose. Puis alors après, on est passé au système broyeur. Alors là, on avait un broyeur au village, là-bas, à côté sur la faire de commerce. Et le moulin, on l'a un peu délaissé. Et quand les ailes sont tombées, évidemment, ça ne m'a pas fait trop plaisir.
Et à partir de ce moment-là, j'ai pas eu cet amour de pouvoir essayer de remettre ça, et puis il fallait des moyens financiers, et on ne les a pas toujours quand il faut. En fait, c'est bien. Je suis bien content quand même qu'on ait pu réhabiliter ce moulin. Ça fait plaisir. Je pense que M. Sicard, quand même, a été à la hauteur de la tâche, là. Il a fallu s'en occuper sérieusement. Les gens ont suivi. Tant mieux. Tant mieux pour le moulin. Bonjour à tous. Nous sommes là devant le moulin de Senlis, et tant qu'on est dehors, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement à l'extérieur du moulin. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a de la chance parce qu'on a pas mal de vent, et sûrement on le verra tourner. Donc pour commencer, je vous explique ce qu'on fait, la manœuvre à l'extérieur. Vous avez sûrement vu la maquette tout à l'heure, donc vous avez compris le fonctionnement. Vous savez déjà à quoi ça sert, le moulin. Donc ça va être facile pour vous. La première chose, quand on doit travailler au moulin, c'est d'abord savoir connaître le vent. D'abord savoir d'où il vient. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, alors si vous connaissez des systèmes, vous pouvez les citer. Comment on fait à ton avis? On suce le doigt, on le lève, et le côté le plus froid, c'est le côté d'où vient le vent. Il y a d'autres méthodes aussi, avec ses yeux, en regardant par exemple. Aussi à l'herbe aussi, quand on arrache. Alors, on prend un brin d'herbe, on le jette et on voit le côté où le brin part. Donc on connaît la direction du vent, autrement sinon peut-être. On regarde les arbres. On regarde les arbres, les cheveux, etc. Ça c'est pour les yeux. Il y a une méthode avec les oreilles, est-ce que vous la connaissez? Non. Les oreilles, elles sifflent. Alors on va bien écouter le vent. Et au bout d'un moment, on va avoir les deux oreilles qui sifflent de la même façon. Alors là, on aura le nez pile face au vent. Et sinon, tout en haut du moulin, vous avez vu la girouette, très bien. La girouette, l'important, c'est pas la forme qu'elle a. Là, c'est un coq, mais ça pourrait très bien être un drapeau. Parce qu'il y a une flèche. Et la flèche, elle va montrer la direction d'où vient le vent. On va mettre les ailes du moulin bien face au vent, sinon elles ne peuvent pas tourner. Alors pour ça, on fait tourner le toit. Le toit, il tourne sur lui-même, comme un chapeau sur une tête. Ça fait que les hélices, je peux les mettre ici ou ici, selon la direction du vent. Il va falloir tirer très fort parce qu'on a quand même 10 tonnes de bois à bouger là-haut. Vous avez vu derrière, il y a une grande poutre qui descend du toit. On l'appelle le gouvernail ou la queue du moulin. Il faut tirer très fort là-dessus. Il faut être une dizaine de costauds en forme pour faire pivoter le toit et ainsi orienter les ailes face au vent. Ce qui va suivre, c'est l'entoilage des ailes. Parce qu'évidemment, si on ne met pas les voiles, ces grandes toiles blanches là que vous voyez, le vent passe à travers, il ne pousse pas sur les ailes et il n'y a rien qui tourne. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. Ensuite, on les étend bien pour qu'elles couvrent le maximum de surface. Et on les attache en bas en les tendant comme il faut pour avoir le maximum de prise au vent. On essaie de voir si ça fonctionne. J'actionne le frein, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, je vais l'aider un petit peu à partir parce que le vent est légèrement tombé. Allez, c'est parti. Allez, aidez-moi à souffler un petit peu. Allez, ça marche. Plus. Allez, on souffle, on souffle. Bon, maintenant, on va passer à l'intérieur pour voir comment fonctionne le mécanisme. Vous me suivez?
Alors, on arrive ici dans la salle des meules. C'est la salle la plus importante, c'est là où tout va se passer, où on va pouvoir fabriquer de la farine. Alors je vous ai expliqué dehors qu'on avait orienté le moulin face au vent, on a entoilé comme vous l'avez vu, et maintenant on va faire fonctionner le mécanisme à l'intérieur. Alors ici, je peux actionner le frein. On va lâcher le frein, la grande bande de bois blanc qui insère la roue. Et là, en fait, je vais soulever légèrement la meule pour pouvoir lancer le mécanisme. Alors, dès que le vent va souffler suffisamment fort, vous allez voir, ça va partir et tout le mécanisme va s'enclencher. Les ailes, en tournant, vont faire pivoter sur lui-même le grand axe, entraîner le grand rouet, cette grande roue dentée, dont les dents vont s'engrainer sur les barreaux de la lanterne, cette roue plus petite, et donc, ce système d'engrenage va entraîner la meule tournante. C'est la grosse pierre qui est dans ce coffre. Cette meule tournante, elle tourne juste au-dessus de la meule dormante. C'est la même pierre qui, elle, est fixe. Alors le grain, en tombant au milieu, va faire la farine qui sortira dans la huche à farine. Alors le grain, je vais le mettre ici. Et il va descendre grâce à un procédé quasiment automatique. Vous voyez la tête du petit cheval va distribuer automatiquement le grain dans le moulin sans qu'on ait besoin de le charger à chaque fois. Alors ça donne aussi le rythme du moulin. On entend le cheval qui trottine. Dès qu'il commence à accélérer de trop, dès qu'on l'entend galoper, c'est que le moulin va trop vite et est en train de s'emballer. Alors à ce moment-là, il faut vite revenir pour freiner l'ensemble de ce mécanisme. Et là, on ne va pas utiliser le frein parce qu'il ne sert qu'à bloquer. Mais on va utiliser ce levier qui permet de rapprocher et d'écarter les meules. En rapprochant les meules, comme vous voyez là, je les ai rapprochées, on peut les freiner et ainsi ralentir le moulin doucement. Mais non, regarde. Mais attends, ici, ça va, tu vas toucher la meule. Non, je touche pas la meule. Tu peux pas la toucher là, la meule. Oui, Doudou, elle est plus ferme. Elle est plus dure et hop, plus ferme. Il neige. Vas-y. Et voilà. Alors si vous comparez ce que vous avez dans les doigts avec ce qu'il y a dans le bac, vous verrez c'est beaucoup plus doux. Ah ouais. Alors je vous présente au niveau de la charpente. Vous voyez ici vous avez comme une photo si vous voulez d'une maison carrée. Et pour arriver à la réaliser, le charpentier il est obligé de faire des tracés. Alors les tracés sont assez complexes. Vous en avez ici qui sont un peu plus simples, vous voyez, des petites fermes, et de plus en plus compliquées. Et pour ça, il faut apprendre bien sûr la géométrie. Ici, vous avez le marquage. Vous voyez, toutes les marques qui servent à repérer toutes les pièces de la charpente pour pouvoir les tailler et après faire le levage et la mettre en place. C'est pas difficile à faire. Ah, c'est pas difficile quand on sait le faire. Voilà. Donc on va voir maintenant, si vous voulez, les outils qui servent à tracer. Alors qu'est-ce que vous voyez en premier qu'on va utiliser? On peut utiliser le mètre, le double mètre. Le compas également. Hein, qui Mais s'ouvre, comment vous voyez. faites pour tracer s'il n'y a pas de crayon? Mais non, mais C'est la pointe sèche du compas qui marque sur le bois. Voilà, Et il y a des compas aussi avec le crayon. sur le bois, sur le fer. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'équerre, que vous connaissez déjà. Oui. Ah, il y en a de plus grandes, on en utilise de plus grandes. La aussi, hein. sauterelle. La sauterelle. Le cordon, vous savez comment il fonctionne? C'est un peu Regarde. de poudre et Voilà, ça, on le tire. on le tire. Je le tiens. Qui c'est qui veut marquer? Et voilà la magie. Pour faire des traits de grande longueur. Vous avez vu? Donc on va utiliser le maillet. C'est une masse de bois percée avec un manche. Alors là, on va enlever de la matière pour permettre le passage plus aisé au niveau des marches de l'escalier. Hein, donc je vais trancher d'abord la fibre de bois.
un chêne qui est très dur. Hein. Vous voyez comme il est noir. Alors en premier, je tranche les fibres de bois et ensuite je les relève avec le ciseau. Voilà, c'est terminé. Donc vous allez pouvoir vérifier comme ça, si vous passez. Allez-y. Au niveau du moulin, notre rôle, ça a été d'essayer de relever des mesures pour pouvoir essayer de réaliser la charpente telle qu'elle était présentée à l'origine. Donc il a fallu faire au début une étude. Alors la charpente, elle est constituée au bas, si l'on veut, la semelle qui est une sablière qui est fixée sur le mur. Ensuite, il y a une autre sablière dessus qui va glisser pour permettre le toit de tourner de façon à orienter les ailes face au vent. Il y a ensuite toute une ossature de charpente en chêne qui supporte un grand axe avec un rouet avec des dents qui entraîne la lanterne, mais qui, ce grand arbre, est entraîné par les ailes, et bien sûr quand il y a du vent. Ensuite, il y a une charpente en sapin, recouverte d'une volige de peuplier et de mélèze en couverture pour l'étanchéité à l'eau. Le mélèze étant un bois qui résiste aux intempéries. On a tout réalisé au sol. Le montage, le maximum, il restait les ailes emboîtées et la queue puisqu'il fallait qu'il soit levé pour pouvoir le mettre en place la suite. Les meules en premier, ensuite on a levé le toit avec la mécanique, ensuite on a emboîté les ailes et puis la queue du moulin. Bon, alors voilà les enfants, comme vous l'a expliqué le meunier tout à l'heure, il arrive un moment que les meules, à force de tourner, faire de la farine, elles s'usent. Et à ce moment-là, il faut que ce marteau, taper, comme vous allez voir, les rendre rugueuses, pour qu'après elles puissent travailler dans le bon, comme il faut. Il n'y a qu'une sorte de marteau pour piquer? Mais non, il y a plusieurs marteaux. Il y a celui-là qui piquait pour faire la meule. Hein, elle a besoin d'être piquée, mais il faut que le grain puisse rentrer dans la meule. Alors avec ce gros marteau, on fait l'entrée, et avec celui-là, on fait la partie qui fait la farine. Combien faut-il de temps pour piquer une meule? Ah, ça, il faut pas être pressé parce que c'est un travail fatigant et puis il faut au moins une journée pour chaque meule. Comme il y en a deux, 2 jours sans s'amuser. Vous avez un moulin? Oui. Vous avez un moulin? J'ai un moulin et il ne marche pas avec du vent, il marche avec de l'eau. Mais ici, vous êtes au moulin de Saint-Sulpice-sur-Lèze, un moulin qui marche avec l'eau. Tandis que Saint-Lys, c'est actionné par le vent. Ici, par contre, c'est actionné avec l'eau. Vous allez voir la différence que le vent, les meules sont actionnées par le haut, et ici, elles sont actionnées par le bas. Je me suis trouvé à faire marcher ce moulin à une époque où c'était la guerre de 1939. Mon père est parti à la guerre, a été prisonnier. Et moi, j'avais à ce moment-là 13 ans. Et j'étais obligé de m'occuper du moulin parce que on était seul avec ma mère. Et j'ai fait marcher le moulin jusqu'à ce que mon père revienne. J'avais 17 ans. Bon, alors, vous voyez cette meule que vous avez devant vous, là, c'est la meule qui travaille avec l'autre qui est... celle-ci, on appelle ça la courante. Et l'autre, la dormante. Là, elle est à l'envers, la meule. On a été obligé de la tourner pour pouvoir repiquer. Alors on la retourne comme ça, elle vient sur l'autre, et c'est le grain en passant là,
qui passe dans la meule et qui fait la farine, quoi. Mais les piqueurs de meule venaient assez souvent parce que c'était suivant le travail que faisait le moulin. Parce que plus on travaillait, plus il y avait d'usure. Par conséquent, ça faisait au moins 3 fois par an. Au moins 3 fois par an. Par contre, le travail du piqueur, c'est très difficile et puis c'est dangereux. Enfin, et pour piquer une meule comme celle-là, il faut au moins 3 jours. Et là, il va passer des couvillons. Ça s'appelle un écouvillon, ça. Et toute la cendre va se coller à l'écouvillon. Le balai, il est là. Quels sont les ingrédients pour faire du pain? Maître, allez-y. Comment? Allez-y. Les ingrédients pour faire le pain. De l'eau et de la farine. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Il faut préparer le levain. Le levain, c'est un champignon. Comme on fait les yaourts, c'est Il pareil. faut préparer le levain, il faut que la pâte se gonfle, il faut qu'elle pourrisse presque. Et après on prépare le pain. Essentiel. Et c'est naturel. Le levain est essentiel. Dans les boulangeries, on voit des pains avec, c'est des courants et il y a un trou dedans. Ah, le trou, c'est justement. Pourquoi avant on faisait du pain avec un trou? Avant, il y avait un four dans la commune. Et les gens faisaient la pâte chez eux. Et venaient le faire cuire. Et avec une pomme de terre, un morceau de bois, ils faisaient le marque et le marquaient. Et le trou, il servait à quoi? C'est très important. C'est-à-dire référencier. Non, c'était pour le transporter. Parce qu'ils prenaient un morceau de bois, ils empilaient le pain et ils partaient avec le pain sur l'épaule. C'était pour le transporter. Bon, là on va enfourner maintenant. Le maître il a dit enfourner. On dirait du bois. Écoutez. C'est un tambour. Alors, il est bien cuit. Bon, mais recule-toi. Il est bien cuit. Myriam, tu veux faire non, pas parce qu'on est c'est pas grave. Je vais craquer. Ah oui, oui. Myriam, tu veux faire il est pas chaud. Il est déjà petit là. Il est chaud ou il est chaud. Vous le gardez un peu dans la main, et parce qu'il est encore chaud, et il va refroidir. C'est chaud. Va presque pas la maison.
Doucement, doucement. Il y a pour tout le monde, il y a pour tout le monde, ne t'inquiète pas, il y a pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a pas eu? Moi, je mange sur de la mie. C'est un petit moment. C'est midi. Le moulin était une ruine, c'est-à-dire qu'il y avait la tour qui était fendue de haut en bas. Il y avait heureusement les meules et les poutres principales étaient encore sur place. Il n'y avait plus d'escalier, il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus de toit ou pratiquement plus rien. Ce qui fait qu'il était concevable de le restaurer. Nous avons constitué une association à 3 parts. La mairie qui a fourni le matériel, qui l'a payé. L'association qui a fait tout le travail de nettoyage, refaire les planchers, etc. Rechercher les entreprises et l'AFPA qui a fait pendant 3 séries de stagiaires tout le travail du bois. Le but, c'est de faire un rappel des métiers d'autrefois à des buts pédagogiques, à des centaines d'écoles qui sont venues ici, et pour leur faire voir comment fonctionne un moulin, comment, à partir de graines de blé, à partir du vent, on arrive à faire de la farine qui leur servira à faire du pain ou des nouilles. L'association a comme rôle ici d'animer le moulin, non seulement le faire fonctionner, et ça demande énormément d'efforts pour le réparer, constamment l'entretenir, avec des spécialistes que nous sommes devenus, mais puisque 3000 mètres carrés au pied du moulin seront sauvegardés, de façon à mettre une maison, si la mairie le souhaite, une maison pour accueillir les écoles, accueillir le monde, faire des expositions et aussi faire un jardin de céréales et de plantes avec les plantes qui sont capables de faire la farine et leurs ancêtres. Chose qui est tout à fait intéressante à faire voir aux visiteurs que le blé, le maïs sont en fait le résultat de 10 000 ans de sélection plus ou moins humaine. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au fil des beaux jours, moulin des amours. Mon cœur a dansé sur ces ritournelles, mon cœur a dansé sans même y penser. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, ces yeux qui valsaient dans les miens. On s'aimait presque à la folie, et cet amour nous plaisait bien. Ces airs de bonheur dansaient sur tes ailes, ces airs de bonheur dansaient contre mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi, chérie, que c'est pour